Ça fait quoi d'avoir son nom sur le... C'est une consécration. En fait, là, t'as plus de filet. Tu vois, tu peux pas te cacher derrière une maison, derrière Nicolas, un truc, je peux pas te cacher derrière personne. Tu vois, tu te caches plus derrière personne. Donc ça veut dire que si on doit te jeter un caillou, on te le jettera. Les points rouges, ils sont comme ça sur toi, là. Tac, 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 tac. Est-ce que tu écoutes de la musique toi, quand tu pâtisses? À Bâle. Alors à Bâle, j'écoute beaucoup de musique parce que j'aime la musique, mais ça peut être, encore une fois, c'est très éclectique dans ce que je vais écouter. Ça peut être de la musique classique parce que j'ai une période de ma vie où j'ai écouté du Chopin, du Beethoven. Moi, je suis fan de Schumann. J'ai toujours aimé Schumann parce que c'est pour moi. Pas Mort Schumann. Non, Robert Schumann. Mais pour moi, voilà, c'était vraiment le classique que j'écoutais, mais du rap parce que, si tu veux, c'était un peu l'anarchie, tu vois. On était donc c'est passé dans plein de groupes même qui n'existent plus, ou en tout cas où on n'en parle plus, mais on a eu une grosse année, tu vois, c'était dans ces années-là où j'écoutais du rap, t'avais toute cette vague de Passy, de MC Solar, de NTM, de Oxmo Puccino, après t'as eu le rap un peu plus, alors bien sûr il y avait IAM et autres, mais t'as eu le rap un peu plus hardcore après, tu vois, on est passé sur Mafia Qu'un Free, on est passé avec Kerry James, de McTyre, tu vois, c'est Script Connection, bon j'en passe parce qu'on peut en citer une tonne comme ça, tu vois, j'en oublie plein, hein, parce que c'est vraiment et la FF, j'ai écouté grave la FF, Funky Family, mais voilà, donc oui, ça marque, en plus c'est ce qui est cool avec la musique, c'est comme un gâteau, ça te marque une tu sais, on dit souvent une odeur, un gâteau ou une musique te rappelle un moment précis de ta vie. Ouais, je sais pas moi, si le terme est bon, tu vois, mais j'écoute Barry White, Barry White, c'est la voiture de mon père, Paco Rabanne, Pastivalda, lunettes police et Santiago, tu vois, et dans la Mercedes. Pastivalda. Voilà, donc, non mais, tu vois, c'est des images de ma vie qui, d'ailleurs, je prenais une Pastivalda avec goût du Paco Rabanne, donc tu vois, ma mère, je la vois, quand elle est énervée, elle mettait du Pink Floyd ou autre, tu vois, donc mon frère, il est passé par toutes les phases, donc, et ma sœur, c'était Poetic Lover, Usher, Céline Dion, j'en pouvais plus, sa chambre, c'était que ça, et c'était le début de Love Story en plus. Tu vois, donc non mais ça c'est si tu veux, c'est aussi des marqueurs forts la musique et qui t'accompagnent dans la vie. Et quand t'es pas bien, tu vas écouter une musique qui te met de bonne humeur. Quand t'es de bonne humeur, tu vas écouter une musique qui te met chill, tu vois. Donc en fait c'est très la musique a une vraie importance, je pense, dans le monde de la food, de la culture. Tu sais, c'est la culture générale. Au sens large, pour moi, elle a une importance même dans la créativité. Parce que ouais, ça te permet, toi, en tout cas, de... La musique, c'est un rythme cardiaque, tu vois, c'est un truc qui a un truc vraiment intemporel. Et alors, la musique électronique? J'aime ça, la deep maintenant, j'écoute, tu vois, Solomon, j'écoute du Black Coffee ou bien d'autres encore, parce que là je te parle vraiment de ceux qui sont les plus connus, mais oui, mais en fait, tu vois, il n'y a pas de... La musique, c'est comme tu la sens, et je pense que vraiment, c'est lié, vraiment, je te dis, à le monde artistique et le monde de la food, le monde de la cuisine, le monde de la pâtisserie, tout ça, il y a une vraie... je dis souvent, moi, j'ai appris à pocher avec un métronome. Hein. Ah, tu faisais le... Ouais. J'ai appris à pocher avec un métronome parce que le tic-tac, en fait, il te donne une régularité de la même manière qu'il te donne le tempo dans la musique. Et le pochage, si tu veux être régulier, il te faut un tempo, il te faut vraiment quelque chose qui t'accroche. Mais la musique, ce qu'il y a de cool, c'est qu'elle t'enferme dans une bulle. Et cette bulle, c'est ta bulle. Tu vois, je pense que tu peux avoir un accident de voiture parce qu'à cause de la musique, dans le sens où ça peut t'emmener très loin. Oui. Presque sur un état second. Oui, ça dépend ce que tu écoutes. Oui, évidemment. C'est sûr que si tu écoutes les Teletubbies, tu vas pas y arriver. Mais... le générique, tu peux être dans un état second en regardant. Très dangereux. Attention. Ouais.
Non, le soleil avec non, mais même le rapport, tu vois, des enfants, on va pas parler tout de suite des enfants, mais moi, quand, tu vois, depuis tout petit, je leur fais écouter Sting pour s'endormir. Je sais pas pourquoi je suis parti sur Sting, mais il y a des morceaux que j'aime beaucoup. Ben, en fait, elles savent que maintenant, c'est le morceau pour faire dodo, tu vois. Alors, quand je le mets dans la voiture, elles me disent, elles comprennent pas. Tu vois, je dis, mais on n'a pas envie de faire dodo. T'as un morceau particulier de Sting ou pas? Pas forcément. Je pense que 80% de tous ces albums, tu peux les écouter en boucle, tu vois. Y compris Police ou vraiment Sting? Non, Sting. Ouais. Sting seul. Police, je suis moins fan. T'es moins fan de Police? Ouais. Ouais, c'est rigolo ça. Ouais. Après, c'est différent quand même, Police de Sting. Ça n'a rien à voir. T'es un peu plus des années 80. Oui, c'est pas pareil. T'es plus proche de Pink Floyd que de. Tu vois, que de Barry White. Ouais. Donc voilà, je sais pas comment on a. Bah, je sais pas. Bah, en fait, bah oui, t'as raison. Pourquoi on a voyagé comme ça? Mais c'était chouette. Mais c'est pas grave. J'aime beaucoup. On voyage. Ouais. On revient, tu sais, à tes rêves. Donc si tu veux, je me dis que mes rêves, voilà, c'est ça. Et si tu veux, je suis chez Storer, j'ai 20 ans, je suis bras droit, je suis second. Mais en fait, si tu veux, j'ai fait le processus de revenir chez Storer. Mais si tu veux, à un moment, tu te dis, mais merde, il te manque quelque chose. Tu ne peux pas finir ta carrière comme ça, tu vois. Ou même si tu prends la place de chef, c'est pas ça. Alors, il y a des gens qui vont rester chef toute leur vie et qui vont prendre 20 ans de carrière dans une maison et tout. C'était quoi, toi, ce qui te manquait? Non, il me manque des bagages, mais clairement. Il me manque des choses, il me manque une inspiration, il me manque une fragilité, il me manque des choses. Et comment tu les découvres, tu les acquiers en faisant quoi? C'était quoi qui te... J'en sais rien, mais en fait, si tu veux, c'est qu'il n'y a pas de... À ce moment-là, tu peux pas, tu te poses des questions, mais tu te les poses pas vraiment. Tu sais pas, tu sens qu'il y a un hic et de toute manière, tu vas rester. Et puis, cet horaire, à l'époque, c'est le train de la mine de Walt Disney. Tu vois, c'est un peu vieillissant aussi, tu vois. Donc, comment le rajeunir, mais comment raconter cette histoire? Il y a trop de choses qui, tu vois, c'est très dur à driver aussi. Tu peux pas te dire, tiens, aujourd'hui ce sera comme ça. Ça change de visuel tous les 3 jours. Tout le monde y met un peu de son aura. T'as des vieux de la vieille, t'as des trucs. Donc je me sens un peu coincé dans un truc où je me dis, ça va être dur encore, tu vois. Et j'ai besoin de prendre de la bouteille. Mais pour prendre de la bouteille, il faut que tu ailles voir ailleurs. Il faut bouger encore. Mais en fait, tu bouges quand t'es jeune, tu ne bouges pas quand t'es vieux. Donc si tu veux, je me dis, bon, bah, on va partir. Et puis j'ai Laurent Moreno, qui est mon ancien chef du Delica Bar, qui me dit, écoute, je prends le poste de chef chez Bellouette. Et j'avais pris un poste en attendant, c'est chez Yamazaki dans le 16e. C'est une pâtisserie franco-japonaise. Moi, je dis, nouveau challenge, pourquoi pas? Ah là, pour le coup, pour apprendre des choses, tu te dis que tu vas... Normalement, ça coche des cases. Ouais, sauf que ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré 9 mois, j'ai pris une place de chef, réellement, 21 ans. Mais alors, d'une complexité, parce que équipe franco-japonaise, travailler avec des Japonais, là, tu ne travailles plus avec des Japonais en stagiaire, parce que c'était une époque où on travaillait beaucoup avec des stagiaires japonais, même chez Storer. Là, c'était patron. J'ai pas la maturité honnêtement, je suis pas prêt à prendre une place de chef comme ça, parce que c'est presque entrepreneur. Il faut gérer tout. Et puis même, en fait, il n'y a pas d'histoire dans ce lieu. Tu sais, tu rentres dedans et je leur disais toujours, je comprends pas, on est une pâtisserie franco-japonaise, vous vendez du calva. Quel est le rapport avec le Japon? Tu vois, il n'y avait rien à part le matsuri, qui est un gâteau traditionnel à la fraise de Noël. En réalité, c'est un fraisier avec du chiffon cake, mais il n'y avait rien qui me rappelait le Japon, en fait. Donc, si tu veux, c'était une pâtisserie parisienne sur une consonance japonaise, mais avec aucune liaison sur le Japon, hormis le fait que les patrons et la direction, parce que c'est une des plus grosses sociétés japonaises qui avait monté ça. C'était Philippe Carton à l'époque, qui est un pâtissier de l'époque, mais et puis qu'est-ce que je fous là? 9 mois je suis resté, j'ai dit, je gagne bien ma vie, mais c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Pas d'âme, tu vois. Ouais, ça te correspond pas, quoi. Pas bien, non. Pas bien, et du coup... Tu vas arriver en retard le matin? Non, même pas. Non, parce que bon, là, ça y est, je prends des postes de chef, c'est fini. C'est ça. À un moment, tu prends Non, pas ouf. Mais pas d'envie, quoi. Non. Du coup, je décide de partir et je vois une offre
de Ediard. Ediard cherche un chef pâtissier pour le restaurant de la table d'Ediard et pour un développement d'Ediard. Ediard est racheté par Phuket Chef, qui a racheté François à l'époque. Mais du coup, je me dis, ouais, pourquoi pas. Écoute, j'ai jamais fait de restauration. C'est de la restauration. Il faut savoir que la table d'Ediard, c'était Ducasse qui avait lancé ce restaurant à l'époque. C'était vraiment Madeleine au-dessus et tu avais 150 couverts avec un petit. Parce qu'Ediard, tu avais une énorme boutique à Madeleine, hein, c'est ça, non? Ouais, bah oui. De l'autre côté, côté de Fauchon. De Fauchon, c'est ça. Et en fait, je me suis dit, tiens, l'histoire me plaît parce que du coup, je m'interroge sur Ediard et en plus, j'avais mon pote Yann Mengui, pâtissier, tu vois, qui avait travaillé chez Ediard. Et il me dit, vas-y, ça va être cool et tout. Et je dis, bon, pourquoi pas, parce qu'il y avait tout à faire. Je t'explique. Moi, j'arrive au moment où c'est un chef de cuisine qui est là à ouvrir des madeleines et des trucs. Et ils achètent un peu des gâteaux tout fait. Et ils me disent, nous, on veut relancer la pâtisserie chez Ediard, tu vois. Donc je me dis, waouh, j'ai un terrain de jeu, un petit labo au-dessus de la Madeleine, je construis mon équipe de A à Z, je suis tout seul au début et j'avance, tu vois. Tu construis ton équipe, tu construis aussi l'offre que tu vas proposer? Tout, A à Z. Waouh, canon. Ouais, donc tu as chariot de dessert, tu as l'élaboration de quelques desserts en bas qui n'étaient pas fabriqués par Ediard mais par un traiteur extérieur. Et en fait, je rentre dans un truc où le marketing est important. On est dans une maison où il y a du marketing, donc j'apprends des choses nouvelles, tu vois. Et là, c'est vraiment, je pense, Ediard a été l'élément déclencheur de ma carrière. Parce qu'en fait, je rentre dans un labo où tout est à faire. Tout petit, hein, c'est pas grand, ça doit faire 2 fois ça, tu vois. T'as un pass, t'as un truc, t'as un restaurant. Chef, c'était Jean-André Lalican, très gentil chef de Bretagne. Jérémy, son bras droit. Et puis et celui qui tenait la pâtisserie, c'était Thomas, et qui maintenant est bras droit au au Plaza. Plaza, ouais. Mais tu vois, je me dis, ouais, là, vas-y. Lâche. Et puis si tu fais même des trucs nazes, c'est pas grave. De toute façon, t'as les desserts du jour, t'as les trucs, c'est vraiment, on est dans une brasserie avec des passionnés, tu vois. Et du coup, je me dis, bon, go, je prends la place de chef. Donc j'ai 21 ans, 22. Et je place de la Madeleine, du coup, en face de cette maison où j'ai toujours rêvé d'y travailler, Fauchon. Hein. Et là, honnêtement, c'est génial, tu vois. J'avais jamais fait de dessert de restaurant. Donc qu'est-ce que je fais? J'achète le livre d'Alain Ducasse des desserts. C'est vraiment ma bible. Hein. À ce moment-là, je l'ai ouvert, j'ai tout fait du livre. D'ailleurs, chez Ducasse, il y avait des recettes qui étaient un peu fausses. Mais j'ai tout fait du livre et je m'en suis inspiré vraiment comme un livre, tu vois, un livre de bord. C'est vraiment, qu'est-ce que ça va être? La pâtisserie pour les nuls de restaurant, c'est pour moi là. Alors tiens, justement, c'est la question que j'allais te poser pour un néophyte là, Bibi. La grosse différence entre une pâtisserie d'une boutique à emporter et la pâtisserie minute d'un restaurant, c'est la fragilité, le dessert minute, la décoration à l'époque, parce qu'elle comptait énormément, tu vois, beaucoup de sucre tiré, de trucs et tout. Tu veux dire que tu peux beaucoup plus te lâcher sur la partie minute et faire des trucs déjà, de zinzin. Mais déjà, à l'époque, remets dans le contexte, une pâtisserie de restaurant, tu le vends 12-13 balles. Une pâtisserie, tu l'achètes 5 €. Hein. Tu vois. Donc là, il y avait vraiment un vrai. Aujourd'hui, ça se rapproche, mais à l'époque, ça se rapproche. T'as un vrai gap. T'as un vrai gap. Et puis ouais, là, c'est. Oups. Donc en fait, je te cache pas que les premiers desserts, nuls, mais vraiment nuls. Je te jure, j'ai fait des trucs horribles, mais vraiment horribles. Des trucs, même moi, je me dis aujourd'hui, mais comment j'ai pu faire ça? Et à l'époque, comment tu les trouvais? Ça allait? Ouais, ça allait. Oui, sur l'inspiration du jour, ça allait, mais. Et là, avec le recul, tu dis, mais comment j'ai pu faire ça? Oui, mais c'est pas grave. C'est de toute manière. Dans tout, tu fais des choses, tu te dis, mais comment j'ai pu faire ça? Mais c'est pas grave. Et puis je suis jeune, et puis j'apprends, mais je constitue l'équipe, on arrive quand même à 12 personnes. Hein. Waouh! Ouais, ça marche. Ça marche. Et premier rêve, j'achète un réflexe. Ok, j'achète un réflexe. Et on a du marketing, mais plus pour l'épicerie. Et puis l'histoire de Ferdinand Ediard, c'est quand même l'importateur de fruits exotiques, ok, de l'ananas,
en France. Il y a une vraie histoire avec Ferdinand Hédiard, c'est une des premières épiceries de France, tu vois. Donc tu vois, il y a toute cette histoire et je vais chercher. Il y a un beau storytelling. Hein. Mais c'est génial, tu vas dans l'épicerie, tu vas aller chercher ça, du thé, du truc, du machin. Je commence à cuisiner avec le thé. En fait, tous les matins, je vais faire mon. Tu fais tes emplettes. Mais attends, mais il y avait les marchands de fruits et légumes même chez Hédiard, il y avait tout en fait. Donc j'allais, je me souviens, c'était Nordine. Je disais à Nordine, vas-y, qu'est-ce que t'as en fruits exotiques? Oh, aujourd'hui, j'ai une bonne mangue, tiens, mange et tout. Hop, je fais des desserts là-haut, après je remontais avec. Tu vois, c'était vraiment, j'allais piocher chez moi, chez nous, tu vois. Chez moi, oui, j'ai acheté Hédiard. Non, mais. Et je commence à, je te dis, à acheter mon réflexe. Et je me souviens, il y avait un énorme bureau qui était un showroom collé au labo. Et tu vois, vraiment avec une lumière de la Madeleine et tout, j'attendais le bon moment, tu vois. C'était vers 13-14 heures, et la lumière, elle était là. Et j'avais acheté des petites plaques noires et je commence à faire de la photo. Et tu shootes quoi, tes gâteaux du coup? Mes gâteaux, mes créas, mais je peux passer des heures. Mais des heures et des heures. Je sais même pas comment ça marche un réflexe. C'était un 600, Nikon 600, je sais plus quoi. Bon, je l'achète, mais en plus, je vais payer, c'est une fortune. J'étais là, clic, clic, j'essaye, je fais des trucs et des machins. Et j'envoie au journal du pâtissier. Et on commence à discuter avec Franck Lacroix. Un D600, non? Hein? Un D600 peut-être? Non, D600, c'est le téléphone Samsung. Peut-être, non. Bon, ouais, D600 peut-être. Comment, numérique ou ouais, numérique. Ouais, donc ça peut être un D600. Ouais, peut-être un D600, ouais. Et je commence à envoyer des photos à Franck Lacroix. Tu vois, je lui envoie. Première photo. Il me dit... Tu les as encore les photos là? Ouais, je peux les trouver. Oui, je les ai sur Facebook. Attends. Je les ai sur Facebook. On va les voir, on va essayer de la retrouver. Ouais, on mettra je les ai sur Facebook. Bon, ok, on mettra une ou deux photos. On ira. Et Franck Lacroix, je le connais pas. Hein. Je lui envoie un mail via Journal du pâtissier, si vous voulez envoyer vos photos et tout. Et première photo que j'envoie, j'ai une parution, mais dans petit encart. Putain, je suis fier. Ah bah ouais. Laisse tomber, je suis fier et tout. Et il me dit, vas-y, envoie-moi. Et je commence vraiment à me faire un studio. J'ai un studio au-dessus de la Madeleine. Ouah, je fais une cage, j'achète une cage là, machin, sur le truc. Je commence vraiment, je mets mes assiettes, je tire au dernier moment pour avoir la brillance et tout. Et là, il me dit, j'ai une nouvelle pour toi, tu verras. Couverture. Waouh, le Graal. Le Graal. La couve du mag. Pas le Graal. 3 couvertures dans l'année. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens vont m'en vouloir. Et je me souviens de cette couverture. C'était moitié Fauchon. Parce que tu sais, il avait fait à un moment les dépliants comme ça. Ouais. Moitié Fauchon, moitié Hédiard. Et là, j'ai dit, waouh, tu te rends compte? C'est-à-dire que ton rêve, déjà, c'était de faire une petite... Je me suis dit, je suis connu, ça y est. Tu vois? Oui. Et en même temps, c'est le début de Facebook. Et qu'est-ce qu'on fait tous? Bah, moi, ces photos, je les distribue sur les réseaux. Et là, tu vois, ça commence Facebook, et puis il y a d'autres chefs qui commencent à faire, Yann Mingui et tout, ouais, on se partage des trucs, des photos éclatées des fois, hein, parce qu'on prend juste avec nos téléphones portables, tu vois. Ouais. Mais c'est pas grave, on partage, et hop, et ouais, c'est beau ce que tu fais. Là, c'est vraiment pas de compétition, c'est assez beau ce que tu fais, parce qu'en plus, il est pas public, il est amical, le Facebook. Ouais. Au début. Ouais. Donc c'est vraiment du partage de photos quotidiennes. Ah ouais, moi j'ai fait ça, dessert du jour, donc tu vois, on commence à partager ce qu'on fait. Mais à la base, c'était pas ça, c'était plus pour amis, qu'est-ce que ça fait de tes journées, les enfants. Ouais, mais bon, après ils ont ouvert le truc jusqu'à 5000, donc ça va vite, tu vois. Donc et je me dis, putain, c'est génial, tac, j'envoie un truc, ça commence à m'exciter. Et première émission de télé de pâtisserie, je fais le casting. Ça s'appelle l'espoir de l'année, de la pâtisserie, de la coiffure, de tous les métiers d'artisanat. Et il y a l'espoir de l'année de pâtisserie, présenté par Karine Le Marchand. Et 2 chefs, Sébastien Bauer, ancien chef d'Angelina à l'époque, et Michel Belin, chef à Albi. Et il y a un casting de tous les chefs. Et je ne vais pas te citer tous les noms qu'il y en a, il y a une tonne. Des pâtissiers qui sont même connus aujourd'hui. Ok? Et je me dis, bah tiens, je fais le casting, moi. Vas-y, qu'est-ce qu'on s'en fout? On verra bien, tu vois. C'est un concours. Et je finis finaliste de ce concours. Et bizarrement, je vois
même pas encore Franck Lacroix, il passe comme ça, on se parle pas. Franck Lacroix, faut savoir que pendant 2 ans, on parle tous les deux, et je le vois jamais. Vous êtes jamais vu. Donc vous parlez sur ouais, il m'aide, il sur me les dit réseaux, c'est bien, sur c'est les machin, les trucs et machin. Mais pas réellement de lien, mais un lien très paternaliste dans ce que tu fais, c'est bien, vas-y, j'adore, truc. Et je lui disais, mais pourquoi les couvertures? Ben ouais, mais parce que c'est pas moi qui décide, c'est on est plusieurs à table et on se dit quel est le plus beau gâteau. Mais en même temps, il n'y avait pas beaucoup de chefs pâtissiers qui prenaient leur gâteau avec un appareil photo comme ça. Tu vois, c'était avec le téléphone, avec un... Ouais, tu l'as fait, j'imagine, sans arrière-pensée, mais t'as vite compris quand même que... la photo avait son importance. Ouais, c'est ça. Parce que, si tu veux, une recette, c'est cool, mais s'il n'y a pas de photo... Et ce qui est marrant, tu vois, dernièrement, je parle avec un chef pâtissier, et il me dit, putain, ce dessert-là que t'as fait, il m'a donné envie de faire de la pâtisserie, tu vois. Et je l'ai su il n'y a pas longtemps, qui est un grand chef, tu vois. Parce que c'était notre seul lien avec l'arrêt. Et ça, tu penses que c'est parce que ou grâce au fait que tu avais l'équipe marketing chez... Non, mais il n'y en avait pas vraiment. Ça veut dire qu'ils étaient là sans être là, ils ne travaillaient pas avec moi. De loin. Ouais, ils me donnaient des idées. Non, mais je veux dire, toi... Oui, mais parce que je suis rentré dans un nouveau milieu, tu vois. C'est ça. Mais en plus de ça, j'ai trouvé des nouvelles créativités, des nouvelles créations. C'est-à-dire que j'ai le livre, à un moment, je l'ai mis de côté. Je ne veux pas faire tout le livre tout le temps, mais j'ai trouvé des trucs, je me suis inspiré. Tu vois, je demandais à des collègues, qu'est-ce que tu fais, comment tu ferais ça, comme truc et machin. Et puis, en fait, tu crées ta collection, en fait, sans le vouloir. Donc, j'ai créé ma propre collection de gâteaux, tu vois. Et là, il y a un chariot, et je me souviens, on vendait entre 150 et 200 petits gâteaux en chariot l'après-midi. Il y avait un vrai engouement, on faisait des millefeuilles minutes, des trucs. Le millefeuille, on l'a mis sur la tranche, on l'a mis là, on l'a fait ça, on l'a mis dans tous les sens, tu vois. Et je me suis dit, ouais, c'est cool, tu vois, il y a un truc qui se passe. Donc, et il y a des recettes encore que j'utilise aujourd'hui qui sont de cette création. Que tu as créé à ce moment-là. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Bien sûr. Qui sont des recettes du passé. Alors, je les ai moins sucrées ou trucs et tout. Mais ma base de données dédiée, je l'ai encore sur mon ordinateur. Tu vois, j'avais mon petit bureau, j'avais un ordinateur. Déjà, tu vois, c'était... ça y est, je rentrais dans un vrai mood, tu vois. Et cette émission de télé, alors, sur le moment, avec du recul, j'ai regretté de l'avoir faite parce que c'était pas très bien filmé. Et puis, il y avait aussi une espèce de jalousie, de truc un peu... Ouais, c'était pas malsain, mais bon, c'était pas... La télé, tu vois. Ouais. Et la télé, c'est à double tranchant. Parce qu'en fait, il y en a qui disent ouais, pourquoi lui, pourquoi pas moi. Et puis c'était filmé de manière où on voyait tout. Tu sais, il faut savoir qu'à l'époque, ils te filmaient même quand tu t'énervais, que tu t'insultais toi-même ou que tu fumais des clopes, tu vois. Donc à un moment, c'était une autre télé. Hein. Aujourd'hui, tu vois pas un concours où les mecs, tu les vois péter des câbles et jeter des poubelles. Moi, j'étais un peu dans le... en fait, on avait tout tourné, je te jure, le Prime, on l'avait tourné, c'était une émission de 2h30, on l'avait tourné en 1 journée et demie, tu vois. Et c'était tout sans s'arrêter. Tu vois, t'enchaînais, parce qu'ils savaient pas. C'est la première fois qu'on tournait de la pâtisserie à la télé. Donc, tu vois, je m'étais brûlé les doigts, tu sais, t'interviewais en même temps, moi j'étais jeune, et puis, tu vois, c'était dur, tu vois. Donc, bon, mais... Par contre, je me suis rendu compte de l'importance des réseaux après ça. Tu vois, je me souviens à l'époque, je devais avoir 1200 personnes qui s'étaient ajoutées, qui me demandaient déjà ajouter sur le Facebook privé. Après l'émission, tu te réveilles, tu dis 1500 personnes, mais comment c'est possible? Tu vois, c'est fou quand même. 1500 personnes et qui t'envoient des messages. Je dis, waouh, c'est un truc de fou, tu vois. C'est clair. Et puis après, petit Parisien qui vient de voir, Arcueil, moi je suis à Arcueil. Arcueil, qui est la mairie d'Arcueil, qui disent on va vous mettre dans un spectacle héros d'Arcueil. Et héros d'Arcueil. De quoi? Mais attends, tu te rends compte, à Arcueil, il y a des gens plus importants que moi. Qu'est-ce que je vais foutre là-dedans? Ils ont fait une statue avec fer forgé, moi dans une télé. Tu vois, la mairie qui m'accueille, le truc. Tu vois, je me suis dit, tu changes de dimension. Ouais. Et c'est la première fois que je raconte l'histoire du couloir. Pour l'histoire de celle que je t'ai racontée au début du couloir où j'entends, la première fois que j'en parle. Quand Arcueil me dit on fait une pièce de théâtre et on va raconter votre propre histoire. Et j'ai commencé par ça. Je dis voilà, ça a commencé là et ça m'a dégagé d'un truc. Je dis waouh, ça y est, je peux le dire aujourd'hui. J'ai réussi T'as suffisamment parcouru de chemin pour... Ouais, j'ai réussi à... Ça y est.
j'ai réussi et j'ai prouvé comme quoi en fait j'étais pas un idiot et que je pouvais y arriver. Et c'était la première fois que je racontais cette histoire qui a été adaptée par des jeunes au théâtre à Arcueil, tu vois, avec la statue qui arrivait et tout. Et j'ai pu le raconter, ouais. Ça m'a dégagé d'un truc, tu vois. C'était un poids, c'est parti. Qui est parti. Donc, j'ai raconté à mes parents, le truc et tout. Eux, ils s'en souvenaient même pas. Oui et non, tu vois. Ouais. Frères et sœurs et parents, zéro souvenir du truc. Ouais. Et puis voilà, si tu veux, c'était pas important, tu vois. Mais ouais, si tu veux, il y avait un engouement après cette émission, après truc. Et alors c'est comme un soufflet, hein. Ça retombe très très vite parce que ça reste une émission en prime time, tu vois. Donc les gens, au début, tu t'attends à ce que les gens se reconnaissent et tout. Ouais, ça dure 30 secondes, tu vois. Après, c'est fini. Soufflé. Ouais. Donc, mais c'est pas grave. Parce que derrière ça... ça te fait connaître au niveau professionnel en tout cas, non? Oui. Ouais. En bien ou pas du coup? Oui. Alors j'ai eu deux petits trucs comme quoi j'étais pas assez rigoureux, j'étais un peu le rigolo de la bande du truc, mais j'ai fini finaliste quand même, donc on s'en fout. Après ça reste de la télé. Donc, et si tu veux, j'ai voulu plus en parler de ça. Je dis ça y est, ça c'est pas la seule chose de ma carrière qui a fait que j'en sois là. J'ai voulu le supprimer. Et Franck Lacroix, encore lui, Franck, si tu m'écoutes, merci pour tout. Il mange avec la directrice marketing de Jean-François Piège. Et il lui dit, Jean-François Piège, je lui dis, ouais, j'ai besoin d'un jeune... talentueux, qui a envie de faire des choses et tout. À ce moment-là, il est où Jean-François? Il est à l'hôtel de Crillon. Il part du Crillon, il fait le tout mieux. Il fait le tout mieux, c'est ça. Et j'ai besoin... Saint-Dominique. Ouais, j'ai besoin pour la brasserie, pour le gastro et pour ouvrir la pâtisserie tout mieux. Et du coup, il lui dit, bah vas-y, qu'il me fasse... on se fait un entretien. Donc je fais un entretien avec Jean-François Piège. Quand il m'a appelé la première fois, j'étais genre... qu'est-ce qui se passe? Où je suis, tu vois? Parce que, bah oui. Tu vois, c'est monsieur, tu vois. Ouais. Et si tu veux, je fais un testing, je l'envoie, et à l'époque, il est avec Thierry Coste. Et donc, j'envoie mes gâteaux. De ce que je fais, hein, tu vois, j'ai pas... Tu réinventes pas un gâteau, tu t'envoies les gâteaux que tu fais. Non, je fais les gâteaux que je fais, machin. Et du coup, je l'envoie, j'attends, putain, c'est long pour moi. 4 jours, 3, 5 jours, putain, j'attends, j'ai pas de retour du testing, je me dis, bon, bah, c'est mort. Je dis même au chef à l'époque et tout, de chez Elia, bon, c'est pas grave, ça l'a pas fait et tout. Et puis un jour, il m'appelle et il me dit, on peut se voir et tout. Je dis, oui, j'arrive tout de suite, tu vois. Et il me dit, vous pouvez ramener aussi de ce que vous faites, des photos, des trucs et des machins, je dis, ouais. Et je vais en entretien avec lui et il me dit, bon, on a beaucoup aimé vos gâteaux. On a beaucoup aimé. Puis on parle de tout, de la vie, des gâteaux, des trucs et tout. Par contre, il me dit, vous avez ramené des photos? Je dis oui. Donc toutes les photos en plus que j'avais pris moi, tu vois. Donc j'avais fait un beau, pour le coup. Pas le lutin avec les photos du étape du début, mais avec des vraies photos. Et c'était peut-être le même lutin. Hein. Mais je lui donne et tout, et puis il me regarde, des trucs et tout. Il me dit, ok, bon. Vous voyez, ce que j'ai mangé et tout ce que je vois là, je veux pas ça. Et là, j'ai un moment de je suis panique, perdu, quoi. Je me dis, mais attends, comment ça, il veut pas ça? Tu vois, j'ai rien, hein, mais il me dit, non, tout ça, c'est pas ce que je veux. Et je pense que on va construire des desserts ensemble. Et, ce qui est vrai, on a travaillé 2 ans à ses côtés, on a fait énormément de choses. Plus ou moins dur, mais c'était comme ça parce que je rentrais dans un milieu qui... Là, pour le coup, j'apprenais. Hein. Là, tu arrives dans un milieu qui n'est pas le tien. Donc, j'ai appris la pâtisserie de restauration via le livre d'Alain Ducasse. J'ai fait ma restauration à moi. Mais là, on part encore plus dans la fragilité, l'assaisonnement. On part dans un étoilé, tu vois, c'est autre chose. Et donc, j'apprends des choses. Je développe, on fait un labo. Je fournis aussi le groupe Beaumarly à l'époque, donc on fait pas que des pâtisseries pour le tout mieux, mais je m'occupe de la brasserie, je m'occupe de la carte du gastro avec Jean-François Piège, mais
Et je rencontre des gens exceptionnels. Yann Mincel, qui était bras droit de Jean-François Piège pendant plus de 15 ans, un mec exceptionnel. Marc Favier, qui a une étoile aussi. Nicolas Tissier, qui a une étoile aussi dans le 77. Clément Bouvier de Tignes, qui a une étoile aussi à Ursus. Donc tu vois, il y a vraiment des... Et puis j'en oublie plein d'autres. Hein. Chigna... les pauvres, ceux qui vont pas sur comme bon, tout le monde ne regardera pas, bon, c'est pas grave. Bon, il y en a plein. Messi. Non, mais il y en a plein. T'avais une belle Dream Team aussi. Et si tu veux, tous ces gens, même autour de moi, en pâtisserie et tout, qui m'ont aidé, je suis allé chercher des desserts que je serais jamais allé chercher. Même des essais où je me serais arrêté. Et en fait, lui, il n'arrêtait jamais de me dire, mais en fait, n'arrête pas, en fait. Donc, des trucs cool, parce que j'ai été chercher autre chose. Et tu vois, une espèce de fragilité d'un dessert qui ne tiendrait presque pas, tu vois, un nuage, des desserts différents, mais aussi une autre philosophie. Et puis là, on rentre dans le marketing pour le coup, pas de problème là-dessus. Et je fais, en plus, je te raconte même pas, mais le premier jour chez Tout Mieux, c'était le Turiès Magazine. Mon premier jour au Tout Mieux, c'est le Turiès Magazine. C'est-à-dire que je fais les gâteaux chez Edia, je sais même pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Je vais, premier jour de shooting, on présente le chef, on me présente moi, on présente la team. Et vas-y, il me dit ton premier jour, c'est Turiès. Quel moment tu arrives dans une boîte, tu fais un Turiès le premier jour. Oui. Donc si tu veux, d'autres rêves qui se réalisent, tu vois. Et beaucoup de voyages avec lui, Dubaï, Abu Dhabi, Comment tu fais pour créer, parce que il t'a dit tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, tu oublies tout quelque part et tu repars de zéro, quoi. S'adapter à sa cuisine. Donc en fait, tu t'adaptes à sa cuisine et puis tu crées, et puis il a des idées, j'ai les miennes, on les met en fait, c'est une collaboration, tu sais, je sais pas. C'est plutôt je pense à ça, ou c'est plutôt tiens, j'ai imaginé ça, non, rechange, c'est un peu des deux, c'est une discussion entre vous deux? Ouais, c'est une discussion de fais-moi goûter, et tiens, j'ai une idée, est-ce que tu peux faire ça, mais je te fais confiance sur ça, et tu vois, moi j'ai une idée, tiens, chef, qu'est-ce que vous en pensez? Non, j'aime pas trop, on revient, ah ouais, ça c'est pas mal. Moins collé, moins sucré, plus assaisonné. Quand je dis assaisonné, plus de fleurs de sel, plus de zeste de citron, plus d'épices, plus d'infusion, plus de... Ouais, tu cuisines en fait. Ah, c'est exactement ce que j'allais dire, un côté plus cuisine. Ouais, mais je pense que si je n'avais pas eu ce passage... Tu ferais pas ce que tu ferais maintenant? Non. C'est ça? Pas du tout. Ouais. Tu vois, par exemple, il y a des erreurs aussi, des trucs qu'on a fait ensemble. Tu vois, on avait fait une espèce de tarte pour la brasserie qui m'a beaucoup marqué. Et c'était pas du tout dans l'esprit, mais où en fait, on avait fait une tarte qui était une tarte à partager pour deux. Il m'avait dit, fais-moi un super sablé noisette, fleur de sel ou un truc. Mais on l'a fait ultra fin comme ça, tu vois. Il m'a dit, je fais un truc fin. Et du coup, en fait, on savait pas, mais en le mettant sur une plaque, ça a gonflé, ça fait des bulles comme ça, parce que c'était tellement fin. Et puis, en fait, en retournant, ça faisait des espèces d'aspérités comme ça. Donc, très fin à manger. Et puis, il me dit, fais une tarte citron, mais me fais pas une tarte citron pâtissier. Mets-moi de la menthe, mets-moi des zestes confits, mets-moi un peu de crème vanille, un peu de ça. Et puis, en fait, du coup, on construisait des trucs avec... C'était plus simplement mettre une crème citron, une meringue, et tu dis c'est une tarte citron. Non, tu construisais une tarte citron, mais même visuellement, c'était un peu dispersé. Et c'était le début d'une pâtisserie un peu... avant-gardiste quand même, hein. T'es vachement sur... en fait, c'était une pâtisserie un peu déstructurée, alors qu'il n'y en avait pas beaucoup, tu vois. On n'était pas sur... une palette de couleurs différentes, et c'était très régulier. Nous, là, on était dans les régularités totales, et c'était ça qu'on voulait. Et avoir des trucs, tu vois, on avait fait des tests, je me souviens, j'ai encore la photo d'une forêt noire en verrine, un peu différente, mais même un dessert autour de l'agrume et de la mandarine, où on avait déstructuré toute la mandarine jusqu'à en faire une poudre de mandarine, tu vois. Donc c'était vraiment rechercher autre chose de différent, tu vois. J'ai une histoire d'un truc, et il avait appelé ça les cagnettes, en fait les gavottes, mais il voulait une gavotte, mais qui n'était pas une gavotte.
ok. Il voulait une gavotte qui avait une goût de crêpe. Mais en fait, moi j'ai tout essayé pendant presque 8 mois, je te jure. Je faisais de la crêpe, j'étalais la crêpe, je mettais de la crêpe liquide sur une feuille, je faisais comme ça, j'essayais de couper vite en sortant du four. Je la roulais, ça marchait pas. Et il me disait, ça marche pas. Et je ramenais au pas, c'est lent. Et un jour, il me dit, mais j'avais lâché l'affaire. Il me dit, ça y est, c'est fini? Ben, je dis, oui, j'arrive pas. Mais il me dit, c'est pas possible, j'arrive pas, il faut que tu trouves. Je dis, mais j'arrive pas. Et ça me saoulait, putain, on parle d'une gavotte, quoi. C'est pas genre. Et un jour, ça me saoule, j'ai l'appareil à crêpes, je le jette comme ça sur l'induction. Et un mec de l'équipe me dit, ça chauffe. Et je suis comme ça, hop. Et tu vois, ça cuit. Ça cuit. Comme une pâte à crêpes, tu vois. Mais directement. Ouais, bah parce que l'induction, elle était allumée. Et en fait, le cul de poule, il peut. Et tu vois, ça cuit. Putain, je dis, oh là là, attends. Et je mélange. Et ça me fait une pâte. Tu vois, une pâte. Ok. Pâte panade, un peu comme une pâte. Ça cuit de la pâte. Et je rajoute la pâte à crêpes dedans, liquide. Je me dis, putain, c'est la texture idéale pour le chablonné, ça, tu vois. Et je vais pour faire un petit chablon, hop, je mets au four. Oh putain, j'ai dit, ça se roule parfaitement. Et je me dis, attends, on va essayer. Tac, et je fais plein de petites crêpes comme ça, et je les ramène au pass. Et je dis rien, et je m'en vais. Et il m'appelle. On voulait une crêpe, vraiment le goût de la crêpe à la fleur d'oranger. Voilà. Et il m'appelle, il me dit, tu peux venir me voir 30 secondes, tout? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, chef? Il m'a dit, c'est quoi ça? C'est exceptionnel. Je dis, bah, c'est des gavottes. Il me dit, bah voilà, t'as réussi. Je dis, bah ouais, j'ai réussi, chef. 8 mois. C'était pas donné. Ouais, il fallait trouver le truc. Il me dit, mais t'as fait comment et tout, c'est exceptionnel, tu vois. Alors il prend un ananas, de la menthe, il me fait une confiture au Thermomix. Il dit, regarde, tu vois, j'en ai comme ça. Ouais, c'est bon. Il m'a dit, voilà, les cagnettes, tu vois. Je fais les cagnettes. Bah oui, c'est ton dessert, c'est les cagnettes, tu vois. Et tu vois, c'est des petites victoires comme ça, tu te dis, mais c'est juste une crêpe, machin et tout. Mais pas que. Mais pas que. Tu vois, il y a toute une histoire derrière. Moi, ça me faisait vraiment chier, cette histoire de crêpes. Je pouvais plus l'avoir. Je tout fait. Je te veux dire, les appareils crêpes, j'ai dû t'en taper, mais des litres et des litres. À un moment, on faisait des crêpes avec du Nutella, hein, je te dis, oh là, parce que... Et je pense que, tu vois, c'est ce que je dis, c'est que c'est pas forcément une histoire de rigueur et tout, mais en fait, par contre, ne jamais rien lâcher. Parce qu'en fait, quand t'as une idée, il faut aller au bout de ton idée. Mais c'est une philosophie qui est dure en soi, parce que des fois, tu peux te dire, j'y arriverai jamais. Mais en fait, tu vois, il y a aussi des erreurs qui font que t'arrives à un truc, que te machin. T'arrives au résultat sur un malentendu. Non, mais là, c'était presque un malentendu, je te jure. À quel moment je vais te dire, je vais cuire de l'appareil à crêpes comme un. Et si tu veux, c'était. Cette petite crêpe, c'était une revanche, tu vois, de. Ouais, c'était une petite revanche. Tu vois, jamais rien lâché. Non, ouais. Tout ça pour une crêpe. Non. Une petite crêpe. Ouais. Et bon, dans son livre, il a appelé ça la piégette, mais j'en veux pas, Jean-François. Génial. Mais ouais, c'était. Mais tu vois, c'est aussi de travailler avec des. C'est un génie. Donc, de travailler avec des chefs qui ont du génie, qui ont une culture de la gastronomie, qui t'apportent en fait des. Et peu importe de la manière dont c'est fait, peu importe dans la manière dont c'est dit, tu respectes et tu ne peux que respecter le fait d'apprendre, encore une fois. C'est ce que je t'ai dit. Ouais. Et je pense de la même manière que lui ou d'autres apprennent aussi de ça. Tu vois, ils le diront peut-être avec moins de fermeté, mais on apprend tous de tout ça. En fait, et moi, j'ai appris énormément, même du côté humain dans cette équipe. C'est presque 3 ans, donc ça m'a formé, ça m'a forgé. J'ai vu d'autres choses, une gastronomie différente, une culture différente, une sensibilité différente, une brasserie, un gastro qui ont été... qui sont restés longtemps dans les meilleurs restaurants et autres, tu vois, c'était très très bon. Tout était maîtrisé, du pigeon au quasi de veau, tu vois, c'était... c'est un sacré boss de fin de niveau. Ouais, et puis voilà, c'était
En plus, c'était un début d'aventure, tu vois, parce que c'était nouveau. Ouais. Et puis c'était son premier restaurant à lui, quelque part. Oui, parce qu'il était mais... au l'hôtel de Crillon avant. Ouais, exactement, mais si tu veux, ouais, c'était... ouais, voilà, j'ai acquis de nouvelles bases, tu vois. Ce qui me manquait peut-être, tu vois. Une approche plus cuisine mais de la pâtisserie. De toute manière, je te dis, hein, et je le dirai encore, un pâtissier qui n'a pas travaillé avec un cuisinier ne sera jamais un bon pâtissier, je pense. Ah, tu penses que tu dois avoir cette corde-là à l'arc ? Il lui faut un minimum de travail commun, mais je pense que tu vois, de la même manière que Cédric ou que Yann Couvreur ou que d'autres ont travaillé aussi avec des cuisiniers parce que les palaces et autres, et en fait ça leur donne une nouvelle approche. C'est que je pense pas parler au nom de tout le monde parce que c'est pas le but, mais c'est qu'en fait oui, tu apprends de la cuisine, tu apprends énormément, l'assaisonnement, la cuisson d'un légume, la réaction de Maillard, toutes ces réactions qui sont liées aussi à la pâtisserie, on peut en parler. Tu peux appliquer la réaction de Maillard à la pâtisserie dans l'absolu ? Tu peux l'appliquer parce que c'est ferrer un produit, donc ferrer une crème pâtissière, fais une crème pâtissière à fond et fais une crème pâtissière à feu doux, c'est pas du tout le même goût. Tu ferres un produit, tu cuis par le dessous, tu vois, un croissant qui cuit dans un four à sol va avoir un goût de noisette. Tu vois, parce que le beurre est rentré à 168 degrés en fusion et tu as un goût de croissant qui a un goût de beurre noisette. Mais tu ne l'as pas si tu ne cuis pas que de cette manière. Donc il y a plein de... la technicité de la pâtisserie, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Et puis après, il y a tout aussi eu c'était la même époque de toute cette évolution de El Bulli, tu vois, de toute cette fusion de cuisine moléculaire avec des produits qui arrivent, on parlait très peu à l'époque d'agar-agar, on y arrive, la sphérification, l'exantane, en fait on a toutes ces pectines qui sont arrivées différentes, donc tous les produits Sosa et autres, en fait on rentre dans un nouvel ère, tu vois, c'est la cuisine moléculaire nous a apporté aussi des choses qu'on ne pouvait pas faire à l'époque, tu vois, donc et puis tu vois, on faisait le churros à la brasserie. Ah oui. Mais comment c'est là où en fait c'est très fort, c'est comment se dire qu'un churros qu'on vend en fête foraine peut se retrouver dans une brasserie typique parisienne, en plus de ça pas donné, tu vois. Donc tu vas payer ton churros 14 balles ou 15 balles dans une coupelle à l'essie, à l'époque c'était à la mode, tu vois, avec la sauce chocolat, avec le sucre pétillant et les churros, tu vois. Mais comment t'intègres un churros à une carte d'une brasserie typiquement parisienne, tu vois. Et là on est dans les débuts, il n'y a jamais de churros qui est sorti, il y a personne qui faisait des churros autres. Et tu vois, je trouve ça cool en fait, je trouve ça même malin de se dire que aujourd'hui ce genre de desserts peuvent être liés à la gastronomie, mais parce que ça fait partie intégrante des souvenirs. Et qu'un churros en fête foraine ou une pomme d'amour, je suis désolé, ça reste de la gastronomie. Mais tu vois, j'ai un souvenir de ce churros qui est très léger, très aérien, et pas du tout gras. Mais cuit minutes, on avait notre petite friteuse, on cuisait tout minute, mais tu vois, en fait, c'était une des meilleures ventes, je te cache pas, mais c'était une sauce, je me souviens, avec un géant du Jat, mais en réalité c'est ça, c'est que le truc, la gastronomie n'est pas, même le street food, même la malbouffe reste de la gastronomie, c'est que tout ça peut se mettre dans la même lignée et tu joues avec, c'est pour ça que le terrain de jeu il est tellement vaste. La partition, tu parlais de musique, elle est sans fin. Elle est sans fin, c'est que tout est gastronomie. Un chouchou sur la plage est gastronomie, un beignet, ça c'est des souvenirs qu'on a tous, une pomme d'amour. Bon, je parle beaucoup de fêtes foraines et de plage, mais en fait parce que ça fait partie de notre vie, mais tu mangeais ta barbe à papa en faisant une pêche au canard, c'est un souvenir. Et une barbe à papa, moi je me souviens des événements, on a fait des barbes à papa gastronomiques, c'est pas grave. Tu vois, je trouve que voilà, il y a la gastronomie au sens large et littéraire, tu peux y aller, tu peux t'éclater, tu vois. Et encore plus aujourd'hui, tu vois, avec le mélange ethnique, c'est encore. C'est sans fou, c'est un truc de dingue. Et je reviens sur un truc que tu as dit, tu disais que tu avais appris à moins sucrer cette période-là. Oui, parce que ton palais évolue, parce que je pense que
quand tu prends de la maturité. Et ce qui est marrant et contradictoire d'ailleurs, parce qu'on mange toujours des Kinder Bueno et des Haribo. Alors Haribo a des sucrés, il faut le savoir. Mais ouais, c'est moins sucré qu'à l'époque. Mais de la même manière que le réglisse de Haribo aujourd'hui n'est plus le même qu'on avait avant. Et ça, c'est pour un problème de tension. Mais oui, tu désucres en fait. Parce que tu désucres parce que ton palais il change. Parce qu'une crème pâtissière, tu la veux moins sucrée. Parce que tout. En fait, mais le sucre dans la pâtisserie n'était pas simplement lié au goût, mais aussi à la conservation. Donc la conservation change aussi avec le temps. Ouais. Et puis quand tu fais des desserts minutes, tu t'en fous de la conservation, parce que quelque part, il doit être mangé instantanément. Donc si tu veux, oui, tu baisses en sucre, mais tu n'oublies pas la gourmandise non plus. Ça veut dire que tu baisses en sucre, ça veut pas dire que tu le supprimes, le sucre. C'est vraiment, le sucre doit être juste l'accompagnateur du goût et ne pas être justement ce qui bloque à la dégustation. Et alors, dernière question sur cette période-là, mais du coup, ton dessert, si on prend le tout mieux dans le gastro, ton dessert fait partie d'une expérience et d'un menu, donc comment tu le conçois avec le chef? Parce que j'imagine que ça doit être la continuité du repas. Saisonnalité, saisonnalité, idée, mélange, et en fait on faisait... Hop, au shaker et c'est exactement. Et hop. Ouais, c'est pas si simple, c'est mais... hyper simple. Ouais, j'ai des histoires un peu... Non mais ça va être compliqué justement de continuer sur tu vois, la transition entre le salé et le sucré. Il y avait aussi... il avait ses idées aussi et de desserts on appelle ça entre guillemets dessert de cuisinier, mais pas réellement parce que cuisinier et pâtissier il y a un lien quand même très fort. Donc, mais il y avait ses liens aussi avec ses histoires et ce qu'il avait envie de raconter. Donc c'était pas tout le temps moi qui faisais la carte à 100%, c'était aussi ses idées qu'on mettait en scène avec, je dis une bêtise, un brownie, une émulsion, un truc et un machin qui font un dessert. Ouais. Donc après il y avait aussi ça et puis ses idées à lui, donc ça pouvait être un gâteau de maman comme un gâteau d'autre chose, tu vois, donc on n'était pas toujours dans la même lignée, mais c'est pas grave. De toute façon, je travaillais sous son nom, je travaillais pas avec mon nom. Donc, et ça, c'est important de le comprendre. Quand tu travailles pour un nom, ou quelqu'un ou une maison, tu ne peux pas essayer de prendre le devant. Tu ne peux pas, tu travailles pas pour toi, tu travailles pour quelqu'un et tu dois le représenter. Et c'était la première fois en réalité, hormis Storer et autres, mais Storer c'était des gâteaux qui dataient des années 40, mais donc en fait c'était pas une création de Nicolas Storer. Nicolas Storer il est mort il y a bien longtemps, en 1730, tu te doutes bien qu'il est pas encore là. Et puis il n'y avait même pas de recette existante réelle de Nicolas Storer. Mais non, c'est que si tu veux, oui, tu travailles, c'était la première fois que je travaillais vraiment pour un nom, tu vois, pour un chef qui a ses propres inspirations. Et toi, justement, pas la première fois, parce qu'il y avait Sébastien Godard, quand même. À quel moment, toi, tu t'es dit que tu voudrais créer à ton nom? C'est venu comment, ce passage-là? J'en suis pas là encore. Hein. Donc, à ce moment-là, tu n'y penses pas encore? T'es pas encore dans cette démarche-là? Non, je suis pas dans cette démarche. Je suis dans une démarche de vie aussi. J'ai besoin de me concentrer sur ma vie, sur ma femme, sur moi, sur vivre aussi, parce que c'est bien beau tout ça, mais j'ai des images de travail jusqu'à pas d'heure et autres. Mais à un moment, il ne faut pas passer à côté de ta vie, parce que c'est pas parce que tu as des ambitions larges que tu dois laisser ta vie de côté. Et moi, j'ai toujours eu envie d'avoir des enfants, de construire une vie, de profiter aussi de ma famille. Et il ne faut pas t'enfermer non plus dans un truc, parce que je pense que si tu t'enfermes trop dans cette espèce de bulle de travail, tu en oublies aussi ce qui est l'essence même de la vie. Tu vois, le travail fait partie intégrante de ta vie. Il contribue à être mieux, être bien avec toi-même et dans ta peau, mais c'est pas la vie. Ouais. C'est pas la pointe de l'Everest. Hein. Donc si tu veux, c'est 80% de ton temps, c'est ultra important et autres. Mais moi, j'avais besoin de construire une vie. J'aime les enfants, j'aime la vie, j'avais besoin de ça. Donc, en fait, j'arrête un peu cette course de. Ouais, c'est pas la course à l'étoile, mais cette course c'est un peu ça. Ouais, et j'ai besoin de me mettre pas dans une planque, mais dans un mood où j'aurais moins d'attentes. Et en fait, il y a l'ouverture de Paris Society, Monsieur Bleu, création de A à Z de la pâtisserie, Gilles Malafosse, Laurent de Gourcuff. Je dis tiens,
nouveau challenge, malgré tout, parce que c'est sans couvert, hein, on passe du... Ouais, tu passes d'un extrême à Et l'autre. c'est nouveau. C'est un restaurant pseudo-festif, un peu à la mode, c'est beau. Je pense que je vais bien gagner ma vie. Et en plus de ça, je vais pouvoir communiquer un petit peu. Ouais. Mais... Et tu peux encore faire ce que tu veux là aussi? Ah mais complet. Ouais. Là, par contre, Là, c'est carte blanche. Blanche de chez Blanche, de chez Blanche. Et donc j'arrive là, chez Monsieur Bleu. Et puis je fais mon petit bonhomme de chemin, 2 ans. Je fais de la communication, je rencontre les chefs, je commence à être dans les événements. Tu sais que j'ai même pas, je connais même pas Pierre Hermé et tout à ce moment-là encore. Hein, tu vois, j'en ai pas là. Hein. Et t'as quoi? T'as Je les ai 25, croisés t'as chez 27, Piège. t'as 27 ans, Jean-François quoi. Piège, ouais. Non. 25, 27? Ouais, 25, jusqu'à 27 ans. Je rencontre d'autres personnalités, il y a des événements, gros marketing aussi, parce que Paris Society fait du bruit. Donc toujours plein, le midi, Star, Jay-Z, Beyoncé, Jennifer Lopez, Will Smith, ils viennent tous manger. Fashion Week, laisse tomber, c'est full. Donc c'est des restaurants un peu à la mode. Laurent le fait bien, Gilles le maîtrise bien aussi, parce qu'il a le flandrin à l'époque. Donc je commence à fournir le flandrin aussi en gâteau. Et puis t'as d'autres restaurants qui ouvrent. Il y a le Yo-Yo qui est repris avec Laurent qui fait une boîte de nuit en bas. Donc il y a des événements tu vois, avec Dior, avec machin. Donc si tu veux, ouais, c'est cool. Et c'est autre chose. Ouais, c'est vraiment... C'est C'est autre chose. Mais toutes les glaces sont maison, je fais tout, je me fais chier comme un rat mort. Tu vois, c'est 1000 feuilles minutes. Ils sont couverts toujours avec... j'ai une armée espagnole en bas en pâtisserie parce qu'il faut tout faire minute, tu vois. Et puis... honnêtement, j'arrive à toujours faire des petits trucs, des journaux, Beansport qui m'appelle pour un truc, un machin, des pièces montées. Donc je me démerde parce que je suis un peu dans le truc encore, je garde un peu de loin le fait que je veux faire un peu de médias. Tu vois, il faut que je reste vivant. Ouais. Journal du pâtissier, pas de problème. C'est le début de Food Pâtisserie, c'est le début d'Instagram. Food Pâtisserie... je suis pas connu, donc si tu veux, j'existe pas, tu vois, j'essaie d'envoyer des recettes, mais on s'en fout. Bon, il y a un peu de frustration, mais aussi un peu de vie, et puis je me découvre aussi, je grandis, je vieillis, je sors, je rencontre les autres personnes. Et puis, ce que j'attendais aussi, ma femme attend un enfant, donc il faut que j'assume, maintenant je vais être papa. Donc, nouvelle responsabilité. Nouvelle responsabilité. Et quand je termine Monsieur Bleu, Noam, mon fils naît. Ouais, comment te dire que j'ai jamais. C'est mon loto. Hein. Là, tu marches pas, tu voles. Je ne savais pas ce que c'était l'amour avant de connaître l'amour d'un enfant. Tu vois, tu l'as dans les mains et tu te dis c'est bon, t'es amoureux, tu vois. Donc, waouh. De gros souvenirs de ça. Oui, bah oui. Et si tu veux, du coup, j'ai besoin de me ranger dans une vie qui me correspond mieux, tu vois. La restauration, c'est la nuit. Tu sors jusqu'à 2h du matin. Tu fais c'est pas ta vie, tu vois. Donc je me dis que qu'est-ce qui m'avait le plus stabilisé dans ma carrière et où je savais que j'avais un équilibre entre la famille et le boulot, quoi. Où j'avais un équilibre, c'était Storer. Ouais. Ah oui. Et en fait, j'avais pas l'aboutissement de ce que je voulais faire chez Storer malgré tout. Donc, alors j'étais toujours en contact avec eux, hein, tu vois. Tu retournais pas quand même l'après-midi les aider à faire des tartes quand même? Ça m'arrivait, j'ai pris des fois 2-3 jours pour les aider parce que j'étais en restauration et qu'à Noël ils avaient un coup de bourre, tu vois. Et tu sais, François Dutu et Monsieur Lénard, c'était 2 patrons exemplaires qui sont toujours vivants bien sûr, mais qui ont revendu, mais c'était un peu comme mes papas, tu vois. Donc on a toujours eu des liens, les appeler, ils m'ont toujours conseillé, tu vois. Donc ça veut pas dire que mes parents m'ont abandonné, hein, dans l'histoire, ils sont toujours là avec moi. Mon père, je l'ai tous les jours au téléphone, ma mère tous les jours, mon frère, ma soeur. Je les ai jamais abandonnés, c'est pas parce que j'en ai loin que je les vois pas. Bien sûr. Parce que j'ai une famille formidable, donc c'est pas le sujet. Donc est-ce que c'est à ce moment-là où tu te dis qu'il faut que tu crées cette chose-là si elle n'existe pas? Non. Non? Non, pas encore. Non, parce que je sais pas encore là. Déjà, je suis un papa. Donc déjà, j'apprends là.
J'apprends à vivre autre chose. Là, tu dois apprendre tous les jours, toutes les heures. Et puis, ta vie, tu la construis différemment. C'est pas genre, je vais pas acheter un poisson rouge, hein. Donc, non, mais bon, il y a des gens qui l'oublient, tu vois. Donc, l'éducation, c'est ultra important pour moi, de la même manière que mes parents m'ont éduqué. Donc, je mets un point d'honneur avec Aminata, ma femme, à éduquer mes enfants, tu vois. C'est qu'il aura une éducation et voilà. Donc, je passe du temps, mais chez Storer, je te dis, c'est un autre rythme. J'ai mes week-ends, je travaille la semaine, mais c'est de 6h à aller au pire 18h. Tu fais tes 12 heures, mais c'est pas, tu peux rentrer, et c'est comme des horaires de bureau presque. Ouais. Bon, même si c'est pas des horaires de bureau, mais... C'est des gros bureaux. Et du coup, je prends la place de chef. Là, j'ai pris la place de chef, parce que là, il n'y a plus de chef chez Storer, donc il faut que je prenne la place de chef. Et écoute, je me sens à ma place. Mais... C'est exactement ce que j'allais te dire. On fait de la com, on fait le truc, mais c'est... Pour dépoussiérer tout ça, mon pote, à l'époque, c'est compliqué. Ouais. Je fais la connaissance de Géraldine Martins, donc, qui se lance dans la photo, qui m'aide un peu. On y arrive, mais on y arrive avec du... C'est difficile, tu vois. Trop de combats pour... Oui. Je relance les trucs, tu vois, la religieuse ancienne, le machin. Je communique quand même, hein, c'est pas... J'essaye, tu vois. Mais c'est dur. Alors, il y a toujours de l'entrain, des journaux du pâtissier, des fous de pâtisserie, ça commence, des trucs, des machins. Oui, on est là. On est dans l'ère de la pâtisserie, il y a des choses qui se passent. Mais c'est trop vieux pour changer les choses, tu vois. C'est comme une vieille maison qui ne veut plus changer parce qu'elle est en vente, cette maison. Donc, tu vas pas changer une maison et révolutionner une maison en vente. Ouais. Alors qu'avec le recul, moi, j'aurais peut-être voulu vendre plus cher, la révolutionner et vraiment à faire une institution. C'était une institution, mais une institution vieillissante. Et c'était dur de mettre tu vois, une collection identique tous les jours, des trucs, tu vois, c'était encore dur. Et alors, question, tu t'es pas dit si c'était en vente j'aurais aimé, la racheter. Pas l'argent. Ouais, c'est ça. Pas du tout. Mais ça t'a traversé un moment. Mais j'ai toujours les poches trouées, moi. Toujours parce que j'aimais vivre, parce que je suis généreux, parce que je m'en fous, en fait. En aucun cas, j'ai fait tout ce que j'ai fait dans ma carrière pour l'argent. J'ai jamais réfléchi en tant qu'argent. Ouais. Même si c'est ce qu'il faut de temps en temps. Mais est-ce que c'est grave ? Je pense que si j'avais réfléchi pour l'argent, j'aurais pas fait ça. Ouais. Je serais allé trader, mon pote, je serais chez Wall Street. Mais pas du tout, j'aurais fait de la pâtisserie. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais ça veut pas dire que... Oui, ça veut pas dire qu'on peut pas gagner sa vie, etc. Mais c'est pas... tu vois, tu fais pas ça pour ça. Et pourtant, parce que j'ai cette anecdote, mais j'ai un de mes meilleurs amis qui a été mon bras droit pendant très longtemps, qui est Daoud, qui a une pâtisserie à Guise. Et je donnais des cours, hein, à un moment de ma carrière, quand j'étais chez Ediard, donc on retourne dans le passé. Ouais. Je donnais des cours dans une école qui s'appelle Estotel à Clichy. Donc pour arrondir les fins de mois, j'étais professeur de pâtisserie l'après-midi, de 3 après-midi par semaine, tu vois. Donc en plus de mon boulot, j'allais faire les cours à Clichy avec mon scooter. À partir de quand t'as arrêté de faire 3 boulots dans... On s'en fout. Et la première chose, quand je l'ai rencontré, je me souviens, un petit Marocain comme ça, il arrive et dit hey, chef, ça paye bien la pâtisserie. Je dis mais tu vas devenir riche. Tu vois, c'est le premier truc qui m'est venu. J'allais pas dénigrer mon métier, tu vois. Et il m'a suivi 14 ans de Ediard. À la fin, il a ouvert à Guilise et il est patron maintenant. Mais juste parce que cette phrase d'accroche était l'argent, tu vois, alors que moi pas du tout. Et ça veut dire que même mon mensonge, j'y croyais pas parce que j'ai jamais été... Oui, t'es riche de vie, t'es riche... Mais déjà, qu'est-ce que la richesse ? On s'en fout. La richesse, c'est pas l'argent, la richesse, c'est la vie, les rencontres, ce que tu vas vivre, l'exception. Ah bah là, du coup, t'es riche de tout ça. Pour le coup. Oui, on peut s'enrichir encore. C'est pas... Oui, mais... bien sûr, mais... Oui, clairement. Donc, si tu veux, c'était... Dans l'accroche, c'est parce que je voulais pas dénigrer ce qu'un jeune pouvait penser de mon métier. Donc je vais lui dire ouais, moi j'ai des potes à New York qui se font ils font beaucoup d'argent, mais en réalité c'était pas vrai parce que j'aurais pas de boulot si je faisais de l'argent. Tu vois, c'est oui, je gagnais bien ma vie,
Mais ce que ça coûte aussi pour vivre à Paris et autres, bah en fait tu le dépenses et puis t'as un enfant et puis t'as une vie, t'as un truc. On s'en fout, de toute façon, on s'en fout. Honnêtement, c'est pas ça. C'est pas ça le sujet. Donc du coup, on va arrêter de parler d'argent. Et on revient donc, t'es chef. Et je reviens en tant que chef chez Storer. Et voilà, je dis pas que je m'amuse pas, je dis juste qu'il manque un truc, tu vois. Et je me dis que c'est peut-être le moment de m'installer. On y vient. Ouais, j'aurais peut-être pas dû, tu vois. Et si tu veux, j'ai une proposition d'une association, si on peut appeler ça comme ça. Et c'est boulevard de la Madeleine, 35 avenue d'Opéra. 35 avenue de l'Opéra. Donc c'est l'adresse de Cédric maintenant. Et ça s'appelle Casse-Noisette. Je me dis, tiens, pourquoi pas Casse-Noisette? C'est Opéra, on appelle ça Casse-Noisette, c'est très mignon. Ouais, Casse-Noisette, ça portait bien son nom. Parce que ça s'est cassé la gueule en tellement peu de temps que j'étais pas prêt. Je me suis mal associé. Mais j'avais quoi, 5-6%. J'étais jeune aussi. T'as appris. Je pense que j'étais un peu immature, je te cache pas. Je pense que j'avais aussi un orgueil qui était présent. Talent, je sais pas. Parce que je me suis cherché. Je dis pas que j'ai pas mis des choses au point, mais c'était pas non plus révolutionnaire. Je sais pas. Tu vois, c'était un peu un vide. Une coquille vide, tu vois, je vais pas... Ça a duré 8 mois, donc si tu veux, c'était 8 mois. Donc, très dur parce que moralement, c'est un peu une première claque. Ouais. Est-ce que c'était pas bien de le faire quand même? Ouais. Tu vois, pour pouvoir ensuite... Ah non, mais je regrette rien. Non, l'emplacement était dingue. Ouais. Bon, il y avait personne, hein, aussi à l'avenue de l'Opéra, il fallait se projeter, hein, parce que c'était pas connu, l'avenue de l'Opéra, il y avait personne qui se baladait. Hein. Ouais. C'était pas l'époque folle de l'avenue de l'Opéra. Ouais. Ah ouais, j'ai pris des photos à l'Opéra, comme ça, sur la route, avec des gâteaux, génial. On s'en fout, tout le monde s'en fout. Et puis en fait là, ce qui est par contre, tout le monde est venu me voir. Pierre Armé, Conticini, Christophe, tout le monde, toute la pâtisserie est venue à l'ouverture. Bravo, c'est cool les machins. Et donc du coup, tes premiers liens avec le monde de la pâtisserie, parce que t'en avais pas eu jusqu'à maintenant, non? Pas réellement. Pas réellement. Non. T'étais pas, on va dire, entre guillemets, considéré, quoi. J'étais pas un confrère considéré, mais c'est pas grave, on s'en fout, j'étais là. Hein. Mais oui, j'avais des liens, j'avais eu un lien avec Philippe Conticini. Il y avait des liens un peu au salon de chocolat, mais c'était un peu timide, tu vois. Là, ils étaient venus dans ma boutique, tu vois. Donc photo avec, tu vois, là, j'étais fan, tu vois, donc photo. Mais d'ailleurs, merci à eux, parce que c'est cool. Et là, en fait, c'est là que tu te rends compte que la pâtisserie a aussi ce côté très paternaliste tu vois, les pères de la pâtisserie, mais pas les pères P-E-R-E, tu vois, c'est vraiment, on est un monde ensemble, tu vois, alors avec des déboires, avec des histoires, avec peu importe les créativités des uns des autres, mais c'est pas grave, malgré tout, c'est pas un monde méchant, tu vois, il peut y avoir une méchanceté sous le manteau, mais on s'en fout, tu vois, qui n'a jamais jugé me jette la première pierre, on se critique, les critiquer c'est humain, donc on s'en fout, c'est pas grave. Donc ça te fait une belle expérience, ça me fait une expérience, ouais. Ça va bien te... Ça m'a fait perdre un peu d'argent quand même, mais c'est pas grave. Encore une fois, ça fait partie... Tu sais, les plus grands de ce monde se diront qu'il faut se planter 2-3 fois avant d'arriver à faire... Tu vois ce que je veux dire? Fallait que tu passes par là pour pouvoir... Oui, c'est pas grave, tu vois. Comment on rebondit après ça? Eh ben, comment on rebondit? Encore une histoire liée à la maison Storer. La famille Dolphy, donc la mère de famille, rachète la maison Storer. Et ils ont appris que moi, je dois j'ai plus rien. Mais ils se disent, putain, on achète une maison historique, mais quel est le mec qui a le plus d'histoire dans cette maison? Et qui a parlé de lui? C'est toi. Et donc ils disent, on ne rachètera Storer que si vous nous reprenez Jeffrey, que vous nous mettez dans la boîte et on fait un truc avec lui. Donc en fait, les anciens patrons me disent, reviens. Ils veulent te voir, on se voit, reviens avec nous, et tac, vas-y. Maintenant,
on y va et on va construire un storer. Et là, c'est ce qui me manquait. Tu sais, c'est l'apprentissage de connaître des nouvelles personnes qui sont à la tête d'une maison, mais qui te font confiance pour aller du point A au point Z. Et qu'en fait, au partir du moment où tu arrives au point Z, tu sais que tu as réussi ton pari. Et ben on a repris tous les gâteaux. On a repris toute l'histoire. On a appris le marketing et on n'avait même pas d'agence réelle de marketing de RP à l'époque. Il y a un peu, il y a Flavie Costamania avec Mania Press qui nous ont aidés, mais en fait on se rendait compte que c'était ultra facile d'aller chercher des idées et de la presse, ou en tout cas de faire parler, parce que c'est la plus ancienne pâtisserie de Paris. Donc, et qui mieux que la plus ancienne pâtisserie de Paris s'associe à la plus ancienne chocolaterie de Paris, dont à la mère de famille, 1730. Et en fait, je deviens un peu le narrateur avec la famille bien entendu, mais... T'es l'ambassadeur de tout ça, quelque part ? Pas l'ambassadeur, parce que c'est dur d'être ambassadeur d'une maison, mais je suis le narrateur de Nicolas Storer, de son histoire avec la famille, tu vois, on parle tous de la même chose, et on se dit, on va construire les desserts, on va faire une gamme, une vraie gamme qui va rester dans le temps, tu vois. Et je pense que c'était un pari plutôt réussi. On a ouvert plusieurs Storer, mère de famille Storer. Il y a eu des ouvertures, des travaux. J'ai géré des travaux, donc je sais ce que c'était que même faire des travaux dans un laboratoire. Ah, donc tu as découvert encore plein de nouvelles choses. L'entrepreneuriat, et puis le papa, Étienne Dolphy, qui m'a beaucoup apporté de son savoir, de sa... Tu vois, ils ont quand même un patrimoine gastronomique sucré. Sur le Négus de Nevers, les Palais d'Or à Limoges, la chocolatière à Tours, la maison Henriette à Biarritz. Tu vois, c'est la maison Lepec. Tu vois, c'est une... Ouais, tu apprends énormément de choses. Tu apprends ce que c'est l'entrepreneuriat. Et puis, tu apprends à driver ta propre équipe, vraiment. Là, tout est... Les patrons sont là, mais ils me font confiance aussi, tu vois. Donc, et j'ai mon bras droit qui est Daoud, le petit jeune qui voulait gagner sa vie, tu vois. Donc, en plus, j'ai tout ça. J'ai des gens qui m'accompagnent. J'ai Norman, qui est mon petit cousin, qui est toujours là aussi, parce qu'il a commencé à apprenti avec moi chez Monsieur Bleu, tu vois. Donc, j'ai des gens aussi de confiance autour de moi. Donc... j'ai mon fils qui grandit aussi, donc tu vois, t'as le côté papa aussi, donc tu dois prouver, t'as le côté mari aussi, où tu dois prouver que t'es là, et que ça y est, c'est fini, on rigole plus. On n'est plus là pour faire le fou, tu vois, on est là pour instaurer un truc. Et premier livre sur l'histoire de Storer et de Jeffrey Keim. Donc on signe un livre. L'histoire, la pâtisserie de Storer par Jeffrey Keim. Consécration de ouf pour moi, parce que je me dis qu'en fait, je pense que le point final, c'est ce livre. Je me dis, ça y est, finito. Je reparle plus de Storer, tu vois. On va pas y retourner 1000 ans. Donc je pense que j'arrive au bout d'une histoire avec eux. J'ai pas envie non plus d'être dans les bocaux avec le reste des babas, parce que moi j'ai ma propre histoire. Nicolas, je l'aime beaucoup, hein. Mais il a fait partie intégrante de ma vie. C'est pas mon père, c'est pas mon oncle, c'est pas mon grand-père. Donc j'en ai marre de raconter Marie-Élise Zinska, Louis XV et Nicolas et les babas trop secs et tout. Parce que la radio, la truc, c'était que ça. Ouais. Et les babas au rhum, les babas au rhum, les trucs, les machins. Donc un peu redondant. Ce livre est fait, l'histoire est bouclée. Puis même à la fin, je me dis, qu'est-ce que je vais faire de plus ? Je vais pas racheter Storer, parce que de toute façon, même si j'avais le potentiel de le faire, je le rachèterais pas. C'est à eux, c'est un truc, c'est un machin. Puis même à un moment, ça passe plus trop, parce que moi j'ai envie de plus, et ils ont... Tu vois, on sait plus trop, on est un peu... Puis je suis entre deux chaises, quoi. Je suis avec une famille, moi c'est pas ma famille, ces trucs... je pense que Storer n'a plus besoin de chef. Parce que... Ouais. Storer, c'est Storer. Il n'a pas besoin de chef. Il vivra, quoi qu'il arrive, comme beaucoup d'autres maisons, sans chef. Ce n'est pas... c'est pas une nécessité. Non, tu ne peux plus. C'est pas possible. Et puis, de toute manière, j'avais pas raconté encore mon histoire. Donc, qu'est-ce que j'allais raconter, quoi que je vais passer ma vie chez Storer comme...
comme le fournier ou le mec au baba. J'allais finir comme ça avec des varices. Et, oui, non, j'ai pas. Non, mais c'est pas ton histoire à un moment. Tu vois, ça y est, c'est passe à autre chose. 4 fois. Donc là, c'était le moment. Là, t'étais prêt. Apprenti, second. Ouais. Non, commis, second, chef. Ah, c'est bon, stop. Oui, après, c'était soit la direction, c'était ta boîte. Je sentais que j'étais prêt, et puis là, en plus, il y a la période Covid qui nous a fait réfléchir à d'autres choses, d'autres stratégies de vie, d'autres. C'est clair. Et puis, ma femme tombe enceinte de jumelles. Bon, alors, c'était peut-être pas le choix le mieux d'ouvrir sa boîte le même temps, mais j'avais l'opportunité et je l'ai fait d'ouvrir ma boîte dans l'année où j'ai quitté. Alors, je suis pas du genre à rester à rien faire trop longtemps déjà, et je décide de quitter cet horaire et puis de m'installer. Au début, je sais pas trop ce que je veux faire. Si c'est une école, c'est un truc, c'est un machin, je sais pas. Une boutique, tu sais pas. Tu sais pas. Tu sais pas. Mais au final, tu savais où ou même pas non plus. Pas du tout. J'avais pas d'idée. En gros, je me dis qu'il faut que je développe ma propre marque, ma propre identité, ma propre pâtisserie. Et si tu veux, je me dis, ok, première boutique, je vais visiter, et je tombe amoureux de la boutique du 17e, qui est rue des Moines, qui pour le coup était une boutique qui fermait, et on l'a repris, parce qu'il y avait un petit labo, et je me dis, bon bah tiens, un petit labo derrière la boutique, on va commencer mignonnement, tu vois, avec cette petite boutique et tout. Et bizarrement, tu vois, dans la créativité, je pense que c'est pas venu tout de suite, hein. Page blanche de ouf là. Tu vois, tu te dis, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? C'est quoi l'histoire que tu vas raconter? Tu vas raconter quoi? Tu as fait les babas, t'as fait ça, t'as fait ci, t'as fait des gavottes, t'as fait des trucs. Ok, c'est quoi ton histoire maintenant? Et... Comment ça vient? Comment tu le trouves? Écoute, je pense que c'est un mélange de vie, de rencontres, d'ethnie, parce qu'il y a aussi toute ma richesse familiale, tu vois. C'est un papa de mère catholique et de mère juive, marocaine, espagnole et Sicile, donc tu as toute cette ethnie-là, maman catholique, femme musulmane, malienne. Tu prends tout ça et tu te dis, bah, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu vois, tu vois ce que tu aimes, ce que tu cuisines, tes trucs et tout, et en fait... je pense que j'ai voulu une pâtisserie plus décomplexée, plus naturelle, moins de chichi, moins de colorant, moins de choses qui servent à rien en fait. Ce que je trouve avec le temps, alors ça veut pas dire que ce que les autres font, mais ouais, quelque chose qui me ressemble plus, tu vois. Mais plus simple, plus brut, comment tu l'as... Plus brut, pas plus simple. Plus brut, mais... Quand je dis plus simple, c'est-à-dire moins de... Plus essentiel. C'est l'essentiel. Bah, et c'est comme ça que j'ai construit la pâtisserie, avec quelque chose de plus brut, ouais, plus tu vois, en rapport avec ce qu'on fait, et un peu à l'inverse de ce qu'on m'a appris. Tu vois, c'est l'irrégularité. Alors que c'est toujours été carré, un pâtissier. Tu fais un carré parce que c'est carré. Pourquoi tous les gâteaux doivent se ressembler? C'est chiant, tu vois. Donc, ouais, plus dans l'instinct. Et du coup, bah voilà, je ouvre 21 septembre 2021 la boutique rue des Moines, Jeffrey Kahn, Paris. Et ce qui est marrant, je me souviens de ce jour-là, j'étais en stress qu'il n'y ait personne. Ah ouais? Personne. Je me suis dit, tu sais, la notion de dire il n'y aura personne à l'ouverture. Et alors, c'était comment? Il n'y avait personne? Non, il y avait du monde. Mais au début, tu vois, je regardais la rue, genre, oh putain, il n'y a personne. J'avais pas dormi de la nuit. Parce que j'étais au labo, parce que vraiment... Ouais, tu peaufinais les derniers trucs. Ouais, et puis tu vois, c'est limite s'il n'y a pas certains produits que j'ai créés 2 jours avant, tu vois, mais
Ça fait quoi d'avoir son nom sur le... C'est une consécration. Ça doit être quand même... ça doit être dingue. Ouais, c'est dingue. Mais c'est une consécration. Mais en fait, là, t'as plus de filet. Tu vois, tu peux pas te cacher derrière une maison, derrière un truc, je peux pas te cacher derrière personne. Tu vois, tu te caches plus derrière personne. Donc, ça veut dire que si on doit te jeter un caillou, on te le jettera. Les points rouges, ils sont comme ça sur toi, là. Tac, tac, tac. Exactement. Donc, écoute, j'ai une super équipe aussi à ce moment-là, que ce soit autour de moi, marketing, tout et autres. Donc, écoute, ça va, ça prend. C'est. Il y a un truc qui te. Est-ce que t'as un truc qui te différencie, tu vois, dès l'ouverture par rapport aux autres, à tes autres camarades? Est-ce que toi, t'as alors, peut-être que c'est des youtubeurs ou des journalistes qui l'ont dit. Est-ce que t'as tout de suite réussi à avoir ta patte un petit peu, tu vois, ton truc à toi, quoi? C'est difficile de parler de soi et de ce que... En tout cas, on n'a pas eu beaucoup de mauvais retours. Bien au contraire, on a eu des critiques, mais ça, c'est pas grave. La critique a toujours été constructive. Mais je pense qu'en fait, c'est marrant. Je pense que tu fais ce métier, t'es pâtissier, tu fais des gâteaux, mais il n'y a pas que. Je pense qu'il y a aussi, je l'entends souvent, en tout cas l'aura ou la sympathie, d'être proche des gens, des clients, des enfants. Et je pense que d'être gentil, d'être humble. Ça veut dire que tu sors de ton labo ? Tu vas en boutique, Oui, bien sûr. Ouais. À ces moments-là, surtout en plus. Parce que les gens viennent manger un dessert, mais ils viennent te voir aussi. On n'est plus dans le simple truc de se dire on va chercher un gâteau chez un tel, on se dit putain, peut-être qu'on va le croiser aussi, tu vois, c'est cool, on va peut-être discuter. Parce qu'entre-temps, il s'est passé des meilleurs pâtissiers, il s'est passé des médias, il s'est passé plein de choses. Ouais. Donc il y a des gens qui me suivent depuis le début, tu vois, et puis tu vois, on en parlait encore hier, mais je parle de la période Covid, il y a eu tous les lives qu'on a fait pendant le Covid, que les gens ont suivis et qui les ont marqués. Ouais. Oui, c'est vrai. On a pris la parole, encore une fois, c'est ce que je dis, c'est pas pour gagner de l'argent, on se faisait chier et tout le monde se faisait chier, on avait besoin de donner quelque chose. Communiquer, de trucs, ouais. Alors tu faisais quoi toi dans ta cuisine ? Ouais. Tu faisais des recettes dans la cuisine ? Oui, tous les jours. Tous les 2-3 jours, je faisais une recette, un live. J'étais pas le seul chef, tu vois, on avait plein à partager, mais parce que les gens avaient le temps de cuisiner. Et c'était, d'ailleurs, on le sent, parce que même aujourd'hui, quand on fait des masterclass, on le sent. Mais... Ici, là. Ouais. Mais voilà, donc tu vois, c'était. Je pense que c'est un tout général, c'est que j'ai créé ma propre boutique, ma propre équipe, mon propre lieu, une maison. Et une pâtisserie singulièrement représentative de ce que je suis. Ce que j'allais dire, qui te ressemble, c'est ça ? Oui, qui me ressemble. Alors, ça voudrait dire que j'ai une tête un peu biscornue, c'est ça ? Non, mais... Non, une pâtisserie que tu avais envie de faire, quoi, vraiment. Oui, ta pâtisserie. C'est ma pâtisserie et j'en suis là et je me dis que c'est cool. Et là, en fait, ce qui est cool aussi, c'est que tu fais ce que tu veux. Je vais dire une bêtise, hein, t'as envie de faire une tarte au concombre, tu fais une tarte au concombre, quoi. Bon, je l'ai pas fait. mais tu vois, le pari de dire que la tarte citron, huile d'olive, basilic, on l'a faite et qu'elle soit toujours là, c'était un pari un peu dangereux de se dire qu'on allait manger une tarte citron, huile d'olive, basilic. Tu vois, Ça doit être bon, ça. Bah écoute, c'est pas mauvais, il paraît, mais... Ça doit être bon, ça. Mais voilà, en fait, c'est plein de choses comme ça, de desserts qui ont fait l'évolution, et puis les trucs, et puis on s'était testé, hein. Avant d'ouvrir, on avait fait Test of Paris, tu vois, pour voir si ça plaisait. Ouais. On avait fait des collabs avec Philippe, tu vois, sur des produits. Bon. Et puis après, tu sais, tu rentres dans l'entrepreneuriat, et puis tu te dis, ben, c'est quoi l'étape d'après, quoi. Et que tu dis qu'en fait, c'est pas suffisant, mais encore plus que tu dis, il y a un quartier qui t'est cher et que tu t'y verrais bien, et c'est rue Montorgueil. Ouais. Il s'avère que j'apprends que la boutique où je suis actuellement est à vendre, que ça passe par la mairie,
et que c'est une boutique qui est magnifique, au nom de rue, et ben j'acquiers la boutique de rue Montorgueil et en fait, en gros, pour moi, c'est un peu une consécration. Tu vois, de se dire que t'es arrivé, c'est la première rue, et t'ouvres, je sais plus comment, on ouvre en 2022. Donc 2022, on doit pas être loin du début, tu vois. Donc presque 20 ans après, t'ouvres dans le quartier où t'es arrivé. Et ouais, tu reviens dans ton village, dans ton truc et tout, et tu racontes l'histoire. Et puis en fait, de deux, c'est un peu comme les tatouages, tu as envie d'une autre histoire. Et puis il y a aussi un engouement de différent, et c'est là où mon métier évolue, c'est que les marques s'intéressent aux pâtissiers. Oui. Je fais rentrer des premières marques qui m'accompagnent. Donc, fan d'horlogerie, Zénith me prend en tant qu'ambassadeur. Je rentre en tant qu'ambassadeur pour l'Escure, et sur le beurre Charente-Poitou, et puis plein d'autres marques, et je les garde. Et puis une qui arrive comme ça, c'est Cupra, et qui me disent on aimerait bien que vous montiez Cupra X Jeffrey Ken dans une concession automobile, boulevard de la Madeleine. À côté de la Madeleine. Ouais. Bah ouais. Et une deuxième boucle bouclée. Exactement. Génial. C'est drôle, hein. Ouais, c'est génial. Et puis on ouvre la concession Cupra il y a presque 3 ans maintenant, qui est le Coffee Cupra X Jeffrey Cagne, avec des desserts liés à la marque et autres. Un univers automobile, et puis je trouve ça génial parce que du coup tu acquiers d'autres choses et tu rencontres d'autres. Comment tu fais des desserts associés à une marque? Comment tu fais? Tu te fournis de l'ADN de la marque pour imaginer ça? Tu t'inspires d'un côté franco-espagnol. Ouais, c'est ça. Cupra, c'est la marque Racing, on va dire, de Seat à l'époque. C'est ça? C'est toujours le cas? Oui. Bah, c'est plus du tout le cas parce que maintenant Cupra est une marque à part entière. Non. Et ils ont toujours de l'hybride? T'as raison, ils ont de l'hybride. Thermique aussi. Bien sûr. Ouais, il y a des gros moteurs aussi. Ouais, t'as raison. Mais non. Donc si tu veux, on est espagnol et puis franco-espagnol. Donc je me souviens, les premières créations, c'est un Baba Sangria, c'est un Paris-Barcelone, j'en oublie plein, mais le Touron, tu vois, voilà, il y a plein de choses qui... et puis après, le logo Cupra, et puis après, d'autres formes. Après, on a pris en inspiration, quand tu vois la bûche derrière, c'est les phares. C'est les phares triangulaires de chez Cupra pour faire une bûche, un peu comme une montagne. Donc, après, tu t'inspires de tout. Cupra, le logo, il est comme ça. Hein. Ouais, c'est un tribal. Mais après, il y a les triangles qui sont... Mais après, tu t'inspires de plein de choses. Mais ce qui te fait grandir encore plus, c'est que tu rentres aussi dans des grosses parties de marketing. Alors, j'apprends aussi le marketing avec... là, je suis avec Meriem, avec Emma, avec Tiffany qui s'occupe de chez Melchior, ou même Clarisse Fréchon qui m'aide beaucoup en développement dans les RP et autres. Donc, c'est tout ça aussi lié à toutes les équipes de marketing de Cupra, avec toutes les équipes de marketing des autres marques et tout, en fait, te donne aussi un esprit complètement libre et clair de ce que tu as envie de faire et d'autres visions, en fait. Parce que c'est, encore une fois, la richesse, c'est l'échange et le partage. Et ce partage-là, c'est que tu rentres dans des milieux qui ne sont pas du tout correspondants à ce que tu fais depuis le départ. Donc en fait, cette richesse-là, ça te nourrit et ça te donne des idées complètement folles. Je ne vais pas te raconter toutes les idées folles que j'ai envie de faire, mais voilà, c'est pour ça que je te dis, quand tu parles de richesse, là, tu parles de développement d'autres choses. Et alors, à quel moment tu te dis que tu vas ouvrir un lieu comme ça parce que je fais des masterclass en liaison avec Philippe Conti ou le Place Dauphine, et puis je me dis qu'en fait, en réalité, moi j'ai envie d'avoir mon propre atelier où c'est mon univers, mes cours, et j'ai vraiment envie d'échanger avec les gens et puis de rencontrer les gens, mais dans un endroit clos pendant 2h30 où je leur raconte ma philosophie de la pâtisserie et ma vie, et en même temps où ils apprennent, et puis décomplexer encore les recettes, parce que je trouve que les recettes sont souvent compliquées, et de ne pas aussi c'est de les avoir face à moi, tu vois, qui viennent vraiment et qu'on passe un moment ensemble. Et je pense qu'à 100%, ou alors je me trompe peut-être, les gens sont très contents quand ils ressortent, parce qu'il y a un moment de partage et d'échange et que c'est généreux, tu vois. Et là, tu as ouvert quand ici, du coup, cet atelier-là? J'ai un trou, Meriem. Donc il y a un an. Avec la boutique qui est derrière. Avec la boutique qui est derrière. Ouais.
18 décembre 2024. Ok. Donc d'abord la boutique dans un premier temps et ensuite le livre. J'ai aussi mon deuxième bouquin, je l'ai oublié, mais tu vois, il y a des... Celui qui est derrière là. Exactement, ouais. Celui-là a 2 ans. Et en fait, voilà, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui font que tout évolue, tu vois. Qui te font grandir, qui te font raconter d'autres histoires. J'ai pas fini de raconter mon histoire, ça c'est clair et net. J'ai encore d'autres histoires à raconter, j'ai encore d'autres histoires à écrire. Mais en gros, c'est ce que je dis souvent, alors c'est ultra redondant pour les gens qui travaillent avec moi, mais que chaque jour de plus est un jour de bonus. Parce que je suis déjà bien heureux, tu vois. Avec des couacs, tu vois, mais je suis très heureux. Je regrette rien dans ma vie, que ce soit les bons et les mauvais. Le bon et le mauvais, je regrette rien du tout. Et si je devais le refaire, je recommencerai à zéro dès Comme demain. ça. Ouais, dès demain. On se donnerait pas rendez-vous dans 20 ans pour que tu nous racontes la deuxième partie de l'émission 2 ? Je pense qu'on peut se donner rendez-vous dans 20 ans. Pour se refaire une petite émission. Parce que si putain, déjà je vais morfler moi dans 20 ans. Si déjà les 20 premières années sont comme ça, imagine-toi les 20 secondes. Ça va être chouette. Écoute, ça va être génialissime. Écoute, j'aurai peut-être tous mes enfants qui auront des enfants et on fera une grande tablée. Mes filles viennent d'avoir 5 ans hier. Mon fils a 12 ans, il est rentré au collège. Donc tu vois, je pense que d'ici 20 ans, par contre, je serai plus blanc que toi sur les cheveux. Moi, c'est venu d'un coup. Voilà. Non, c'est pas venu d'un coup. Georges Clooney, quoi. Ouais, c'est ça. Ça te va bien. Ça te va bien. Bien sûr, voilà. bien sûr. Mais merci. Attends, j'ai oublié de faire la photo finale. Bouge pas. Oh, j'adore. Magnifique. Vendu. Et voilà, fin de cet épisode ici en direct de l'atelier de Geoffrey Cagne à Levallois. Je me suis moi régalé. En plus, je suis pas objectif puisque Geoffrey était à mon anniversaire l'année dernière en novembre. Enfin, Geoffrey indirectement, c'est Gâteau était à mon anniversaire. Donc voilà, donc je suis pas objectif, mais néanmoins, j'ai adoré et j'espère que vous aussi. Et quand on aime, qu'est-ce qu'on fait ? On like, on partage, on commente. Mettez-moi en commentaire des noms de chefs et chefs que vous voudriez que j'aille voir. J'ai entendu des petits noms comme ça à Carantec, on m'a dit. On m'a susurré dans l'oreillette à Carantec, il faut que tu ailles à Carantec, Toto. Peut-être qu'un jour j'irai à Carantec. Donc si ça vous a plu, oh là là, on like, on partage, hein, tout ça, vous savez bien. Sur Insta, allez voir mes stories complètement folles avec Giorgio. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain, 18h pour un nouvel épisode. D'ici là, allez au restaurant, allez chez les pâtissiers, manger des beaux gâteaux. Je vous embrasse, à vendredi prochain. Salut, c'était Toto. Ciao.